Bon, mes chers consoeurs, chers confrères, mesdames, messieurs, bonjour. D'abord, je vais me présenter, c'est professeur Jaffry. Je suis médecin pharmacologue et je travaille au Centre national de pharmacovigilance et de matériaux-vigilance, où je suis responsable technique du département technique. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la pharmacovigilance dans son processus, c'est-à-dire la démarche qu'on suit quand on reçoit un effet indésirable, donc le processus de travail, comment le travail est réalisé au niveau du centre de pharmacovigilance. Donc en premier, je vais juste vous faire un petit rappel sur la pharmacovigilance. Donc ce n'est pas uniquement recueillir des effets indésirables, mais c'est aussi l'évaluation de l'effet indésirable, sa compréhension et sa prévention. Donc d'après la définition de l'OMS de 2005, donc la pharmacovigilance, donc c'est la détection, l'évaluation, la compréhension et la prévention des effets indésirables, mais aussi tout autre problème lié aux médicaments. Et la pharmacovigilance englobe également les risques et la prévention des erreurs médicamenteuses. Donc elle prend en charge aussi les erreurs médicamenteuses. Elle assure également la diffusion de toute information relative aux médicaments et mène toutes les actions pour un usage rationnel des médicaments et la préparation aux situations de crise. Donc en fait, la pharmacovigilance englobe tous les problèmes liés aux médicaments, que ce soit d'effets indésirables, d'erreurs médicamenteuses, etc. Alors, comment est née la pharmacovigilance? Elle est née dans les années 60, en 1968. C'est suite à plusieurs accidents liés aux médicaments, donc plusieurs scandales, dont le plus important, vous le connaissez, c'est celui de la thalidomide. La thalidomide, c'est un sédatif non barbiturique qui a été développé dans les années 50 et par la suite prescrit même chez la femme enceinte, pour soulager les signaux sympathiques de la grossesse. Malheureusement, ça a donné naissance à des enfants qui sont démembrés, qu'on appelle la phocomélie. Donc, et il y a eu atteinte de plusieurs milliers d'enfants, donc des enfants mal formés, et dont la plupart étaient au niveau, plutôt en Allemagne. Et donc, suite à ce scandale-là, l'OMS a décidé donc de créer un organisme qui va surveiller le médicament durant sa fabrication et après sa mise sur le marché, et c'est la pharmacovigilance. Et en Algérie, il y a eu création du Centre national de pharmacovigilance, c'était en 1998 par le feu professeur Helleli Larmoue et son équipe. Et donc, quand il y a eu création du centre, donc il était situé au CHU Bebloued, et par la suite, il a été donc transféré à l'Institut Pasteur de Del Ibrahim, donc où il est donc il est actuellement le Centre national de pharmacovigilance est situé à l'Institut Pasteur de Del Ibrahim. Alors, il a été créé donc par le décret numéro 98-192 du 3 juin 1998. Notre autorité de tutelle, c'est le ministère de la Santé, et nous avons un financement qui provient du budget de l'État. Donc nous avons une autonomie financière et une autorité morale. Alors, les missions du centre, donc le centre c'est selon la définition de la pharmacovigilance, donc les missions du centre, c'est la surveillance des réactions indésirables dues aux médicaments et aussi la surveillance des incidents et des risques d'incidents liés au dispositif médical. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle recueille, exploite, évalue les informations relatives aux effets indésirables. Elle organise des enquêtes de pharmacovigilance et de matériaux-vigilance. Elle anime et coordonne les actions des différents correspondants et collaborateurs régionaux. Bon, malheureusement, les centres régionaux de pharmacovigilance n'existent pas encore.
espérant que dans les futurs proches, on aura donc, il y aura la naissance de ces centres des centres régionaux de pharmacovigilance, mais actuellement, il y a des collaborateurs régionaux de pharmacovigilance, ce sont des personnes formées par le centre et qui travaillent de manière bénévole pour le centre. Et le centre pharmacovigilance aussi signale sans délai au ministre de la Santé, donc qui est représenté par la direction de la pharmacie, donc tout incident ou information validée se rapportant aux effets indésirables. Et aussi, on propose des actions correctives et suivre leur réalisation. Une autre mission du centre, c'est la réalisation de toute étude ou travaux qui concernent la sécurité d'emploi des médicaments et leur administration et les autres usages divers pour accomplir des actes prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques. Donc, le Centre national de pharmacovigilance aussi doit faire des études, non seulement peut faire, mais il doit faire des études concernant la sécurité des médicaments, mais malheureusement, ces études-là nécessitent des centres régionaux de pharmacovigilance parce qu'il faut avoir un effectif pour pouvoir faire des études sur le territoire national. On ne peut pas faire des études juste au niveau de l'Algérois. Les médicaments, ça concerne tout le pays. Donc, faire des études de pharmacovigilance, actuellement, ce n'est pas très développé. Enfin, cependant, ce qu'on fait, ce sont juste des études de pharmacovigilance intensive, c'est-à-dire prendre quelques centres où on suit les effets indésirables des médicaments, bien sûr, quand il y a un problème lié à un médicament ou un dispositif médical. Donc, ce sont juste des études actuellement, des études de pharmacovigilance intensive. Alors, une autre activité aussi qui est très importante, et je suppose que vous le connaissez, enfin vous savez qu'on fait cette activité, c'est l'activité de formation. Il y a beaucoup d'étudiants qui passent au niveau du centre pour se former. Et aussi, on fait des séminaires de formation. Alors, ces séminaires de formation, c'est des formations en pharmacovigilance, des formations en vaccinovigilance, en matériovigilance. Nous avons un cours sur l'usage rationnel des médicaments. Ces formations-là, ce sont des formations qui se font chaque année. C'est-à-dire, chaque année, on a ces différents types de formations. Nous avons un autre cours sur la promotion de l'usage rationnel des médicaments en Algérie, qu'on appelle le cours PURMA. Et nous avons le cours sur la pharmacocinétique et l'adaptation posologique des médicaments. Toutes ces formations, vous pouvez les trouver sur le site du centre avec les dates, etc. Donc, si vous voulez vous former, il faut donc rentrer sur le site et s'inscrire. Alors, le point de départ c'est la notification, c'est-à-dire que notre travail commence au moment de la notification. S'il n'y a pas de notification, si on reçoit une notification juste verbale, on ne peut rien faire. Donc, il faut un écrit. Et donc, cette notification, ça peut être une notification d'effet indésirable des médicaments ou d'un vaccin. On peut recevoir aussi des notifications liées à un problème de qualité de médicament, c'est-à-dire c'est un médicament qui a changé de couleur, qui présente des particules ou des corps étrangers, ou un problème de conditionnement ou d'étiquetage, etc. Et on peut avoir aussi les notifications d'un incident risque d'incident lié au dispositif médical. Alors, les notifications, donc je vous ai dit que voici les différentes notifications qu'on peut recevoir. Et le support de notification, donc on les reçoit sur des fiches de déclaration, soit sur des fiches de déclaration, soit c'est des notifications qu'on reçoit sur le site, soit c'est des notifications qu'on reçoit dans la boîte mail du centre. Il y a aussi sur la page Facebook du Centre national de pharmacovigilance aussi, on peut avoir des notifications et on peut aussi faire des notifications ou bien la déclaration sur l'application mobile qui est appelée Vigimeds, qu'on peut télécharger sur son smartphone et donc déclarer directement sur son portable. Et bien sûr, il y a toujours l'ancien outil qui est le fax aussi qu'on peut utiliser pour notifier. Donc vous voyez que maintenant, il y a plein de moyens de déclaration, c'est-à-dire que
et puis c'est des moyens qui sont simples et rapides. Et on peut même prendre une photo, même si c'est une déclaration écrite, la prendre en photo et l'envoyer dans la boîte mail ou bien sur la page Facebook. Donc c'est vrai que ça change parce que quand nous avions commencé, c'était des fiches et puis on demandait aux professionnels de santé de remplir la fiche, de la plier et au verso il y a l'adresse du centre et on leur demandait d'aller à la poste pour la poster. Maintenant, nous avons quand même des outils qui sont beaucoup plus faciles avec l'Internet, etc. Mais malheureusement, nous avons toujours cette sous-notification et on espère, grâce à toutes ces formations, c'est pour augmenter le nombre de déclarations. Alors, ceux qui peuvent déclarer, c'est tout le monde. C'est, comme vous le dites, c'est monsieur tout le monde. Bien sûr que actuellement ceux qui déclarent le plus ce sont les professionnels de santé. Les professionnels de santé, que ce soit médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes, infirmiers, donc tout qui travaillent dans la santé. Les institutions de santé comme la direction de la pharmacie, comme la PCH, l'ANPP, donc toutes les institutions de santé aussi peuvent nous déclarer. Les laboratoires aussi nous déclarent donc par le biais des PSUR, des Periodic Safety Update Report, donc ils peuvent aussi nous déclarer des effets indésirables et le patient lui-même aussi peut déclarer sur la page Facebook ou par mail. Alors, quand on reçoit la notification, quand on reçoit la déclaration, et comme je vous ai dit, le point de départ, il faut toujours qu'il y ait une déclaration. S'il n'y a pas de déclaration, même s'il y a quelqu'un qui nous dit, vous savez, on a des problèmes avec tel produit, on ne peut rien faire tant que nous n'avons pas reçu de déclaration écrite. Alors, une fois la déclaration reçue, il faut qu'on la valide. Alors, pour la valider, il faut un minimum d'informations sur la déclaration. Alors, ce minimum d'informations, il faut qu'il y ait une source identifiable, c'est-à-dire que celui qui va déclarer nous mette son nom et ses coordonnées. Il faut qu'il y ait aussi un patient identifiable, que cet effet indésirable est survenu sur tel patient. Il faut qu'il y ait le nom du produit suspecté, le numéro de lot de préférence, mais surtout, il faut qu'il y ait le nom du médicament ou bien le nom du dispositif médical. Et aussi la nature de l'effet indésirable. Qu'est-ce qu'il y a comme effet indésirable? Donc, pour qu'on valide la notification, pour dire que cette notification, oui, il y a une déclaration d'un effet indésirable, qu'il y ait le notificateur, le patient, le médicament et l'effet indésirable. Si nous avons ces informations, c'est très bien. À ce moment-là, on va la compléter. Donc, on va compléter cette notification. On a besoin de plus amples informations pour faire le lien de causalité, pour donc analyser cette notification. Alors, les informations qu'on va demander, ce sont des informations relatives aux patients, des informations relatives aux médicaments. Et donc, on contacte le notificateur. C'est pour ça que les coordonnées du déclarant sont importantes pour qu'on puisse donc nous mettre en contact avec lui. Donc, on lui demande le dossier médical du patient, donc ses antécédents, les médicaments qu'il a pris en même temps. Donc, parfois, ce n'est pas le seul médicament qu'il a pris. Il a pris d'autres médicaments. L'évolution de cet effet indésirable, est-ce qu'il y a une complication? Est-ce qu'il y a disparition? Est-ce qu'on lui a donné un traitement ou non pour traiter cet effet indésirable? Et aussi, on demande le résultat des bilans biologiques et radiologiques et d'autres informations si nécessaire. Donc, il nous faut toutes les informations pour pouvoir faire le lien de causalité. Donc, on fait le lien de causalité qui est l'imputabilité. Donc, on utilise l'imputabilité française ou de celle de l'OMS, mais en général, c'est l'imputabilité française. Et on fait une recherche bibliographique, la recherche bibliographique. Donc, l'imputabilité nous informe si cet effet indésirable a un lien ou non avec le médicament.
Et la recherche bibliographique aussi, si c'est un effet indésirable qui est fréquent dans la bibliographie, est-ce que c'est observé ou n'est pas observé, est-ce que c'est un effet indésirable rare, etc. Et puis on fait un courrier, on répond au notificateur, donc on fait un courrier de réponse au déclarant donc on lui donne donc l'imputabilité qui a été réalisée et la recherche bibliographique. Donc là, c'est quand il s'agit d'une seule déclaration. Maintenant, quand il s'agit de plusieurs déclarations, c'est-à-dire qu'il y a un centre de santé ou un service qui a déclaré donc plusieurs cas. Il y a eu plusieurs notifications pour un seul médicament ou bien pour un dispositif médical. À ce moment-là, on réalise donc une pré-enquête. La pré-enquête, pourquoi? D'abord, c'est pour dire qu'il y a un problème ou il n'y a pas de problème. Donc, on ne va pas alerter. Il faut d'abord qu'on sache, qu'on fasse cette enquête pour savoir est-ce que véritablement ce médicament ou ce dispositif médical pose problème ou non. Et donc, l'enquête, elle est réalisée au niveau d'Alger par l'intermédiaire de l'équipe technique du centre de pharmacovigilance qui se déplace au niveau des différents hôpitaux. Et concernant les hôpitaux des autres villes du pays, de l'Est, Ouest et au niveau du Sud, ça se fait par le biais de nos collaborateurs régionaux qui sont formés qui vont faire cette pré-enquête pour nous. Et pour les vaccins aussi, c'est une enquête un peu particulière, c'est une investigation, donc se déplacer au niveau du lieu de vaccination et on fait une investigation, on a un dossier, donc on complète le dossier d'investigation et aussi on complète aussi avec le dossier médical de l'enfant ou du patient quand il est hospitalisé. Donc, quand il y a plusieurs notifications, j'ai dit, on déclenche une pré-enquête au niveau d'Alger, au niveau de tout le pays. Par la suite, le stade de l'enquête, donc quand on finit la pré-enquête, donc c'est le stade de l'enquête, on contacte le fabricant, le fournisseur ou bien le représentant du laboratoire et on va lui demander d'autres informations telles que les PSUR, les Periodic Safety Update Report, ou bien les PGR, les plans de gestion de risque. Parfois aussi, on a besoin du dossier technique et toute autre information jugée utile pour compléter notre enquête. Et puis aussi, on demande une expertise à l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. Donc, toutes ces informations qu'on collecte, on rédige un dossier donc, de pharmacovigilance et puis quand les informations sont mitigées, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à prendre une décision parce qu'il y a des informations un peu contradictoires, on fait une réunion avec le comité ad hoc. On fait une réunion avec le comité ad hoc et pour le vaccin, on fait une réunion avec le comité de causalité. Alors, le comité ad hoc, donc cette réunion avec le comité ad hoc, nous avons toutes les informations concernant l'enquête, concernant l'analyse de l'expertise par l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. Nous avons toutes les informations qui ont été délivrées par le laboratoire. Donc, on fait cette réunion avec le comité ad hoc qui est constitué d'un représentant du ministère de la Santé, de la direction de la pharmacie, d'un représentant de la PCH, d'un représentant de l'Agence nationale du produit pharmaceutique, des représentants du Centre national de pharmacovigilance et matériovigilance, les médecins utilisateurs du produit. Si c'est un produit de pédiatrie, donc on va inviter les responsables de pédiatrie et ceux qui ont eu des problèmes aussi avec le produit de pédiatrie. Si c'est un produit d'oncologie, donc on invite les oncologues. On invite également les pharmaciens, donc des centres qui ont eu des problèmes, les chirurgiens dentistes quand il s'agit de produits de stomato ou de dentisterie, et les autres professionnels de santé aussi. On invite aussi les infirmiers pour savoir comment ils administrent le médicament, les sages-femmes, etc.
Et ça nous est aussi arrivé d'inviter le responsable de l'association des malades. Docteur Jaffry, il vous reste même pas 5 minutes. Hein, Oui, il faut penser à conclure. Alors, oui, normalement. Décision du comité ad hoc. Alors, le comité ad hoc, donc, soit il décide de continuer encore la surveillance par une pharmacovigilance intensive, soit il émet des recommandations d'utilisation, soit il retire un lot ou plusieurs lots du produit, ou carrément, il arrive qu'il y ait retrait carrément du produit. Alors, le centre de pharmacovigilance, le CNPM aussi, va faire un courrier au ministère de la Santé pour donc l'informer des résultats de l'enquête et de la décision du comité ad hoc. Il fait aussi un courrier aux producteurs l'informant sur la décision prise et de la nécessité de l'amélioration de la qualité du produit et le remplacement par un produit conforme. Et donc ça, c'est au niveau national. Il faut savoir aussi que le Centre national de pharmacovigilance travaille en international. Il est membre de l'UMC. L'UMC, c'est l'Uppsala Monitoring Center. L'Uppsala Monitoring Center, c'est un centre qui est situé à Uppsala, qui est délégué, c'est l'OMS qui a délégué ce centre pour la surveillance de la pharmacovigilance au niveau international. Donc, elle est membre depuis 2019. Donc, les membres du PIDM, c'est-à-dire Programme for International Drug Monitoring de l'OMS, soumettent donc des rapports des effets indésirables des médicaments qui sont appelés des ICSR ou bien Individual Case Safety Report. Ce sont des cas qu'on introduit sur Vigiflo. Alors, donc nous avons une plateforme. Sur cette plateforme de l'UMC, Uppsala Monitoring Center, ou de l'OMS, on introduit les cas de pharmacovigilance qui vont arriver au niveau de Vigibase, qui est une base mondiale d'effets indésirables. Et voilà, donc nous avons donc une vision globale de la pharmacovigilance, et il y a un échange aussi au niveau international des effets indésirables. Voilà, je pense que les 5 minutes sont passées. Il vous reste 1 minute. Donc, juste pour la définition de c'est quoi le Vigiflo. Parce qu'il y a une question en fait qui a été posée sur Facebook, ça serait bien peut-être de pouvoir y répondre. Ok, d'accord. Donc, c'est juste pour vous dire que sur le plan international, cette base de données, cette plateforme, c'est Vigiflo. On l'appelle Vigiflo. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Jaffry.